Permettez-moi de vous souhaiter un bon après-midi avec cette session qui a été confiée par Marie-Hélène Colson, que je remercie, à l'équipe de Nantes, Rennes, Tours, Brest, Angers, Poitiers et Caen, qui est l'équipe qui organise le DU de sexologie de l'Ouest. Et nous avons souhaité que le sujet soit celui centré sur une réflexion certes un peu universitaire, mais sur l'évaluation à la fois des symptômes et des projets thérapeutiques en sexologie. Donc en tant que président de session, je pense sans attendre donner la parole à Thierry Troussier pour modérer cet après-midi. Bien, bonjour à tous et puis merci au président congrès, au président de la Fédération française de sexologie et santé sexuelle. Et ce symposium qui aborde l'évaluation des projets thérapeutiques en sexologie est un symposium qui intègre d'emblée la santé sexuelle dans les dimensions de l'être humain, puisqu'on verra qu'autour de ces différentes communications, les dimensions physiques, sociales, émotionnelles, mentales et l'environnement sont pris en compte dans sa thérapie. Et donc, on s'apercevra aussi que l'historique des différentes approches montre que bien avant que l'OMS définisse la santé sexuelle, bien évidemment, les sexologues avaient largement compris qu'il fallait intégrer ces différentes dimensions. Donc, je suis très heureux de pouvoir modérer. Globalement, on a, me semble-t-il, 1 heure et demie, c'est ça? 2 heures et demie avec l'évaluation. Non, ouais. 3 heures. D'accord. Et donc chaque personne, on met 20 minutes à peu près, et ensuite on prend des questions après chaque intervention. Vous êtes d'accord? Pour avoir 30. Non, ça fait 20 minutes d'exposé. Non, 20 minutes exposées et 10 minutes de questions. Allez. Vous avez... D'accord. Donc en moyenne entre 20 et 30 minutes. Et plutôt les questions à la fin? C'est ce que vous souhaitez? Vous êtes sûr que... Pour faire un débat. Très bien. Donc notre premier communicant, c'est le professeur Patrice Lopez, que vous connaissez, du CHU de Nantes, et qui est responsable du DIU de sexologie et d'études de la sexualité humaine à Nantes. Patrice, je te laisse la parole sur l'approche globale d'IMPSC, et les anciens ont déjà entendu Patrice sur ce domaine-là. Merci. Merci Thierry, puis merci à tous d'être si nombreux en ce début d'après-midi, alors que le congrès n'est pas encore ouvert pour cette session de formation qui a été donc organisée. Et je remercie particulièrement Nathalie Dessau de s'être impliquée dans cette organisation. Donc je suis gynécologue obstétricien et on s'est intéressé avec François-Xavier Pouda il y a plus de 25 ans à la sexualité humaine et à la sexologie pour prendre conscience que cette partie concernant la santé humaine, la qualité de vie était peu pris en charge. Et à partir de 1990, donc, nous souhaitions et nous avons fait cette création du DU dans l'Ouest, après les exemples faits dans d'autres villes comme Marseille, Bordeaux, Paris, etc. Et c'est un peu l'expérience personnelle, alors que je ne suis pas sexologue, et ça je le soulignerai peut-être plusieurs fois, c'est à partir de l'expérience personnelle du clinicien que je me suis aperçu qu'il fallait quand même, quand on est devant un symptôme, devant un patient, une patiente, un couple, avoir en mémoire pour diriger à la fois l'entretien, savoir écouter, mais savoir aussi organiser cette écoute. Et donc c'est l'approche que l'on appelle MPSC, j'ai fait exprès de donner cet acronyme pour se faire interroger sur cette approche, mais vous verrez qu'elle est tout à fait banale puisqu'elle est fondée sur le médico-psychosocial et qui doit gérer toutes nos approches concernant le symptôme sexuel. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cet exposé. Alors, premier point, ça c'est l'habitude médicale, le médecin qui parle, mais je pense que tous les sexologues auront la même démarche. Quelqu'un vient nous voir pour un motif. Et dans ce motif de consultation,
il s'agit le plus souvent d'un symptôme et très clairement, l'analyse du symptôme doit être faite de façon rigoureuse pour orienter la démarche, qui, vous le savez, est toujours une démarche diagnostique avant d'être une démarche thérapeutique. Et dans l'analyse du symptôme, il y a plusieurs paramètres. On a l'habitude d'en mettre 8, mais vous pourriez en mettre 10 ou 5, c'est à vous de faire le choix. Mais pour pouvoir avoir quelque chose d'assez précis dans la conduite de l'entretien, il faut donc connaître quel est le type du symptôme, très clairement, qu'il s'agit d'une dysfonction sexuelle, masculine ou féminine, et très vite le mettre dans le contexte, et ça c'est l'habitude du médecin, d'analyser les antécédents, qu'ils soient familiaux ou personnels, et de connaître les conditions de vie. Également, le symptôme doit toujours être classé entre symptômes primaires ou secondaires. Primaire, il a toujours existé. L'exemple type, c'est le vaginisme primaire qui a existé dès les premiers rapports sexuels, alors que lorsque le symptôme apparaît secondairement, il faut toujours penser à une cause médicale et éliminer une cause médicale avant d'envisager une sexothérapie, par exemple. Je prends l'exemple de la dysparunie. Lorsque la dysparunie est secondaire, il faut rechercher une cause. Et actuellement, vous savez que l'endométriose est en regain d'incidence et que ce symptôme dysparunie secondaire profonde doit faire évoquer ce diagnostic. Deuxième cas particulier qui est la dysparunie du postpartum. Et très clairement, en tant que chirurgien, j'étais amené à voir des patientes qui avaient des dyspareunies d'intromission après un accouchement et qui avaient déjà été sous traitement par une psychothérapie, alors que très clairement, il s'agissait d'un défaut de cicatrisation d'une épisiotomie. Donc très clairement, les problèmes médicaux doivent être envisagés, surtout si le symptôme est apparu secondairement, et on verra qu'il ne faut pas exclure les autres, bien entendu. Troisième point concernant le symptôme, sa périodicité. S'agit-il d'un symptôme permanent ou occasionnel? Et on le voit par exemple sur certaines dyspareunies qui peuvent varier selon la position sexuelle. Quatrième paramètre, l'intensité, avec l'habitude médicale qui est d'évaluer sur une échelle visuelle analogique et de demander à la patiente ou au patient de faire sur cette échelle entre 0 et 10 pour bien montrer l'importance ou l'intensité de ce symptôme. Ensuite, classiquement, les signes d'accompagnement, les signes physiques, et surtout le septième point qui apparaît au médecin comme extrêmement important est celui de la souffrance exprimée par la femme, l'homme ou le couple à partir du symptôme. Il est très clair que nous, en tant que gynécologue, un symptôme sexuel qui n'amène pas une souffrance, on doit se poser la question s'il faut que l'on prenne en compte ce symptôme dans une thérapeutique que l'on va envisager. Dernier point enfin, l'évolution. Est-ce que des traitements ont déjà été proposés? Est-ce que ces traitements ont été efficaces? Et s'ils n'ont pas été efficaces, essayez de comprendre pourquoi. Donc à partir de ce point, il faut noter cette notion de souffrance. Et je vous donne cet exemple qui a été publié il y a une dizaine d'années par Madame Chiffren dans Obstétrique et Gynécologie et qui montre très clairement qu'à partir d'un symptôme sexuel, et vous voyez que cette prévalence du symptôme sexuel va augmenter avec l'âge, puisque à 65 ans, là, la prévalence dans cette étude nord-américaine était de l'ordre de 80%, mais la souffrance exprimée par la personne ou le couple va en décroissant parce que peut-être à tort ou à raison, on attribue au phénomène de vieillissement une sorte de normalité d'avoir une diminution du plaisir et du désir sexuel et que l'on considère comme effet du vieillissement et non pas un effet pathologique, ce symptôme. Donc à partir de ces deux premiers points, analyse du paramètre, évaluation de la souffrance engendrée par le paramètre, il faut intégrer ce symptôme dans une vue plus globale, plus intégriste de la personne, et c'est cette approche MPSC. Donc MPSC, c'est le médical, le psycho, le social et le couple qui est effectivement extrêmement important dans l'analyse du symptôme. Donc j'ai l'habitude de faire sur une feuille de mon dossier un rond que je sépare en 4 parties, avec le médical,
le psychopersonnel, le social et le couple. Et à partir de ces 4 éléments essentiels de l'analyse du symptôme, on va pouvoir essayer de mieux préciser ce symptôme. Dans le médical, il faut bien entendu le mettre en premier parce que le médical peut amener à un traitement spécifique et permettre une guérison rapide si le symptôme est médical. Donc on va intégrer le symptôme dans une possible maladie, une altération d'état général, l'annonce ou la survenue d'un cancer, et on sait très bien que l'annonce et la survenue d'un cancer peut en soi expliquer une diminution de la sexualité ou des problèmes de la sexualité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en charge ces éléments, mais il faut l'intégrer dans l'origine du symptôme. La chirurgie, un accouchement, la fatigue, des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires sur la sexualité doivent être intégrés à ce niveau médical. Je prends l'exemple de la contraception, dont on sait que 10 à 30% des femmes peuvent présenter une diminution du désir sexuel. C'est à nous, là, médecins ou personnels de santé, à faire la part entre ce qui est le médical et ce qui est le reste. Et puis, l'action des hormones. On sait très bien l'influence qu'ont les hormones stéroïdes, en particulier les androgènes ou les estrogènes, sur le cerveau, sur nos cerveaux pour modifier la sexualité. Mais absolument nécessaire d'intégrer cette recherche médicale dans une recherche personnelle, et c'est le côté psycho. Et il est très important d'étudier le passé de la personne, quel est son vécu, à la fois ses expériences, son éducation, sa religion, et en particulier essayer de préciser si elle a eu des traumatismes dans son passé. Et à un moment ou à un autre, le symptôme sexuel doit faire aborder la question du harcèlement ou de l'abus sexuel, dont on connaît l'importante incidence dans l'origine des symptômes sexuels, parce que vous savez que cela va toucher entre 20 et 40% des femmes et 5 à 10% des hommes qui, à partir d'un harcèlement ou d'un véritable abus sexuel, auront des conséquences parfois lointaines sur leur sexualité. Le passé, c'est aussi analyser le présent, avec, dans ce présent, le comportement, l'identité et surtout évaluer l'estime de soi, qui est un élément intégrant parfois la notion de dépression nerveuse, qui, de façon évidente, interagit sur la sexualité du couple. Ne pas négliger le social en tenant compte de l'influence des parents, des enfants dans la vie du couple, des possibles absences d'intimité, des relations amicales qui, altérées, peuvent également retentir dans l'équilibre du couple, des difficultés professionnelles. On sait très bien que la perte d'un emploi, la mise au chômage entraîne de façon évidente, encore faut-il le demander, des conséquences sur la sexualité du couple. Et puis, dernier point, bien entendu, c'est le couple lui-même. Et il ne faut pas négliger dans cette approche MPSC la vision du couple. Est-ce que le partenaire, pourquoi ne stimule-t-il pas plus la patiente? Pourquoi n'est-il plus à l'origine de la demande des rapports sexuels? Et on a parfois décelé des troubles des fonctions érectiles qui étaient pris pour la femme comme un désamour, alors que lui-même, par pudeur, ne voulait pas faire la part de ses dysfonctions érectiles. Donc il sera important, même si une femme, en tant que gynécologue, j'en parle volontiers, consulte, se poser la question du couple, et en particulier, là, dans ce cas, du partenaire masculin. Alors je vous ai très rapidement montré un exemple sur un cas clinique que j'ai vu, donc une patiente qui est née en 1959 et qui vient à la consultation parce qu'elle a des troubles du désir et du plaisir, et très clairement, elle attribue ces troubles à la ménopause. Donc on avait médicalement, c'était simple, elle a un symptôme, trouble du désir, trouble du plaisir, elle attribue ça à la ménopause, je vais traiter sa ménopause et l'affaire sera réglée. Non, il faut effectivement prendre en charge l'ensemble du domaine, donc faire cette analyse MPSC, et analyser donc les antécédents familiaux. Là, dans le cadre particulier, ils étaient sans particularité personnelle. Certes, elle a un herpès génital, mais qui n'influence pas tellement, puisque la fréquence n'était pas très régulière, sa sexualité.
Elle n'a pas eu d'enfant, c'est un point important, malgré une prise en charge en AMP, et cette femme n'a jamais pris de contraception. Donc elle signale une tendance dépressive et elle rapporte cette tendance dépressive au fait qu'elle a soupçonné son compagnon d'infidélité il y a une dizaine d'années. Sa ménopause a été traitée pendant plusieurs années et ce traitement hormonal a été arrêté il y a 4 mois. Donc M. G est âgé de 55 ans, il est consultant en relations humaines. Le couple n'a pas eu de rapport sexuel depuis 1 an lorsqu'ils viennent en consultation, car elle souffre lors des essais d'intromission. Et c'est devenu extrêmement douloureux, donc une véritable dyspareunie d'intromission, puisque là, depuis 1 an, elle n'a pas eu de rapport sexuel. L'examen général est bon, pèse 48 kg pour 1,59 m. Et l'examen gynécologique nous attire sur des éléments cliniques, en particulier l'existence d'un clitoris enfoui et des petites lèvres rétractées. Et lorsque l'on a ces symptômes vulvaires associés à une dyspareunie, il est bien sur le plan médical d'évoquer le lichen scléreux qui doit faire l'objet d'un traitement spécifique. L'examen au spéculum est très difficile, douloureux. Le toucher vaginal à 2 doigts est impossible. On constate une atrophie et une sécheresse. Par contre, on peut faire l'examen gynécologique à 1 doigt avec un col très postérieur. Et puis, on teste les releveurs de l'anus qui sont de bonne qualité, là, cotés à 4/5. Donc, lorsque l'on fait cette évaluation MPSC, là, on le fait sous forme d'un tableau pour voir le passé et le présent. Donc, au niveau médical, rien dans le passé. Par contre, le présent, c'est très clair qu'il existe une dyspareunie d'intromission, il existe un vaginisme acquis, il existe une sécheresse vaginale comme symptôme, le tout pouvant évoquer 2 pathologies, soit une insuffisance estrogénique liée à la ménopause, soit un lichen scléreux. Mais on intègre ça dans le fait qu'elle avait un état dépressif depuis une dizaine d'années et qu'actuellement, elle a une diminution de l'estime de soi. Sur le plan social, le S, c'est le changement du travail. Et puis au niveau du couple, cette notion d'infidélité n'a jamais été envisagée avec le partenaire et ça reste du non-dit et donc peut-être des conséquences sur la sexualité actuelle. Donc on peut partir à partir de ce schéma MPSC, évoquer donc les hypothèses diagnostiques et sur le plan médical, donc c'est l'insuffisance hormonale, le lichen scléreux avec le vaginisme et puis les vulvodynies peut être liées à ces 2 notions, lichen scléreux et ménopause. Au niveau diagnostic, une dépression nerveuse doit faire l'objet probablement d'une prise en charge. Et puis au niveau du couple, la conjugopathie. Et vous pouvez partir à partir de ce tableau, émettre vos propositions diagnostiques et thérapeutiques pour faciliter la prise en charge. Vous savez qu'en tant que médecin et gynécologue, moi, ma prise en charge sera essentiellement médicale, c'est-à-dire que je vais faire une biopsie au niveau de la vulve pour éliminer le lichen scléreux qui demande un traitement spécifique et je vais lui proposer un traitement hormonal pour améliorer la sécheresse liée à la ménopause, bien que après 4 mois d'arrêt du traitement, il est rare que l'atrophie et la sécheresse soient telles qu'elle empêche la pénétration sexuelle. Et puis je vais confier cette patiente à mes collègues pour éventuellement une prise en charge cognitivo-comportementale et puis confier à un sexologue pour une prise en charge du couple. Donc voilà, à partir de cet outil MPSC, cela me permet facilement d'envisager les principaux points et peut-être d'éviter d'oublier un élément important. Deuxième petit exemple, si vous voyez pas une femme qui a des douleurs lors des rapports sexuels ou une diminution du désir après un accouchement, si vous faites cette même évaluation, vous voyez que l'accouchement est responsable par la chute des estrogènes et éventuellement par l'allaitement d'une insuffisance estrogénique qui elle-même peut tout à fait expliquer la diminution du désir et parfois les douleurs lors des rapports sexuels. Il faut y intégrer la fatigue liée à l'accouchement et au fait qu'il faut se lever plusieurs fois la nuit pour s'occuper de son bébé. Et également, ne pas négliger les possibilités médicales de neuropathie d'étirement qui entraînent une dysfonction nerveuse périnéale et peuvent expliquer des douleurs ou des troubles du plaisir. L'épisiotomie, heureusement, on fait de moins en moins d'épisiotomie. À un moment, on en faisait beaucoup trop.
et actuellement l'épisiotomie devient très minoritaire. Et puis également, ne pas oublier la contraception du postpartum, qui peut être une des explications d'une diminution du désir. Là encore, remettre l'ensemble dans le contexte psychologique de la personne, revoir son passé, revoir son présent, et vous savez très bien que le postpartum blues, la dépression du postpartum, est quelque chose qui peut être grave et qui peut, bien entendu, s'accompagner de troubles sexuels. Intégrer dans le contexte social l'absence d'intimité, la présence de l'enfant, l'allaitement nocturne et les difficultés qui peuvent être liées également de la part du mari qui se voit parfois dépossédé de sa femme qui lui consacrait tout son temps et qui peut en exprimer une certaine jalousie vis-à-vis de l'enfant. Donc voilà un petit peu les principaux points que je voulais vous développer ici dans l'analyse et dans l'évaluation du symptôme pour dire que avec cette démarche, je pense qu'on remet bien le contexte le symptôme dans le contexte global de la femme, de l'homme et de son environnement, qu'on n'oublie pas le passé pour analyser le présent et que cette analyse du passé et du présent est indispensable pour envisager les solutions thérapeutiques et surtout pour nous médecins qui ne sommes pas sexologues de mieux orienter la patiente vers le professionnel qualifié. Voilà, je vous remercie.